Ok, parfait. On va attendre quelques secondes que tout le monde s'inscrive, rentre dans le webinaire. Alors mon problème, par contre, c'est que je vois pas vos commentaires sur mon ordi. Je vois que vous m'écrivez, mais je vois pas vos commentaires. Au pire, je vous réponds à la fin, après, quand on récolte toutes les questions, et je vous réponds par mail. Ok, bon, on va pouvoir démarrer. Encore une fois, je ne vois malheureusement pas vos commentaires de chat. Donc, je vous enverrai toutes les questions du coup à la fin par mail, parce que malheureusement, je vois rien. Je suis désolé. Donc, Julie, Tachidele, Namasté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de parler avec vous et de vous présenter le Ladakh et Nimo House. Depuis Nimo, en fait. Et en fait, on a préenregistré il y a 4 jours avec Jérémy, mon associé, la présentation qu'on va vous montrer maintenant. D'abord parce que ça nous faisait marrer avec Jérémy de la présenter ensemble. Il se trouve qu'il était là pendant quelques jours, qu'il est reparti il y a 2 jours sur Delhi. Et puis aussi parce qu'on a parfois des problèmes de connexion Internet. Donc voilà, on voulait être sûr que toute la présentation puisse vous être montrée aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est parti. Et posez-moi toutes les questions que vous voulez et j'y réponds. J'espère à la fin, si je retrouve, si je peux lire vos messages et sinon par mail. Et on est entouré de, je sais pas si vous voyez à l'image, mais on est entouré d'abricotiers en fleurs. Voilà. On va donc vous présenter une formation sur le Ladakh avec un des grands experts français du Ladakh, monsieur Alexandre Leberan, fondateur de Shanty Travel, qui a guidé pendant combien d'années au 10 ans? Ladakh? Pendant 10 ans. Ouais. Ouais, il y a 10 ans et c'était en 96 la première fois que je suis venu là. Donc oui, commence à faire un petit bail. Et donc, moi, je suis Jérémy Grasset, je suis directeur de Shanty Travel aussi avec Alex. Donc, Alex qui est le fondateur. Et on fait des voyages sur mesure en tant que DMC en, en Inde, au Ladakh et aussi dans d'autres pays en Asie. Donc on va vous présenter un peu Chanty pour commencer, pour celles et ceux d'entre vous qui nous connaissent pas. Ensuite, on va vous parler en intro du Ladakh, puis on vous présentera des voyages et des treks au Ladakh, et ensuite on vous parlera de Nimu House, là le lieu où on se trouve actuellement. Hop. Shanty Travel, donc ça a été créé par Alex Beran. Et puis moi j'ai rejoint 2 ans plus tard. Et donc on est français. On est installé en Asie. Et on est dans pas mal de pays maintenant. Puisqu'on a aussi des bureaux en Indonésie, au Sri Lanka, au Népal, en Birmanie, au Vietnam, au Cambodge et aux Philippines. Et à Singapour aussi. Ok, donc les agences sont éparpillées. On a des experts voyage qui sont dans toutes ces agences que Jérémy vous a mentionnées. Des experts voyage qui sont locaux francophones ou européens francophones, que ce soit français, belge ou suisse.
Et donc, on est voilà, spécialiste du voyage sur mesure. Notre spécificité, c'est donc d'habiter dans le pays que l'on vend. Vas-y, Jérémy. Alors, j'ai rencontré certains d'entre vous sur des roadshows en France. Donc, vous avez peut-être déjà vu ce slide. Donc, on fait des devis de 24 à 48 heures pour les agences. Évidemment, ça dépend si on tombe sur un week-end. On a la possibilité, on vous envoie un devis sur Togo. On va vous montrer un exemple tout à l'heure et on va mettre le lien dans le chat. Voilà, en même temps. Donc voilà un lien de devis modifiable avec votre logo et que vous pouvez changer et éditer le texte vous-même. Ensuite, donc, on travaille en marque blanche. Donc, ça veut dire que quand on arrive sur place à l'aéroport, le chauffeur, il aura votre panneau. Et puis, il n'y aura pas de mention de Shanty Travel ici. À l'arrivée, on donne un roadbook, c'est-à-dire un itinéraire un peu plus enrichi, qui contient aussi les bonnes adresses, ainsi que des us et coutumes locaux et des traductions de quelques mots. Et un petit peu d'histoire, un genre de mini-guide en fait. Ensuite, on prend pas de commission et on n'encourage pas le pushing shopping, ce qui est malheureusement pas forcément le cas de tous les DMC, surtout en Inde. Donc voilà, ça c'est vraiment dans nos principes. Et on a une équipe de chauffeurs qu'on connaît depuis 10 ans, 12 ans, 14 ans, et on connaît toute leur famille, on sait ce qu'ils font, où ils en sont, on organise des grandes formations avec eux. Et c'est vraiment une des forces de Shanty, et notamment au Ladakh. Ensuite, on peut offrir une conciergerie de très haute qualité, puisque nous avons un bureau en permanence pendant la saison d'été au Ladakh, qui est basé à Leh, plus un renfort avec Nimo House, évidemment, où la plupart des guests du Ladakh passent. Beaucoup d'expériences très originales, cherchées par différents moyens, c'est des vraies enquêtes pour trouver ces expériences et les offrir en cours de voyage en conciergerie ou avant départ, donc avec une description dans chacun des devis. Je vais faire le dernier point. Je suis désolé, j'ai le soleil dans les yeux, je vois pas très bien. Ouais, on est aussi, voyage responsable au sens où on collabore à pas mal, on aide pas mal financièrement de projets qui sont liés au zéro carbone ou d'autres projets comme ça, même des projets culturels, notamment au Ladakh. On travaille avec, on aide le musée de Mato, donc il y a un très beau projet avec une collection d'art himalayen absolument extraordinaire qui a été montée par Nelly Riouf, une Française qui est une des grandes expertes de l'art himalayen. Et puis on travaille aussi avec Secmol, qui est à la fois une école, mais aussi qui a plein de projets. Okay. Qui a aussi plein de projets au niveau climatique. Notamment, ils ont monté des glaciers artificiels qui permettent d'avoir de l'eau qui fond plus vite qu'avec les glaciers. Ils gagnent un mois et du coup, ça permet des cultures plus rapidement que lorsqu'on attend la fonte des glaciers. Voilà, donc pas mal de projets comme ça, que ce soit au Ladakh particulièrement, mais pas seulement. C'est vrai partout là où on travaille. Et on n'aime pas le plastique, donc on donne des gourdes aux voyageurs qui peuvent être siglées au nom de votre agence. Voilà, une petite idée de la tête des devis que vous pourrez recevoir, donc avec une en tête qui peut être la vôtre, votre logo ici, ensuite le titre du voyage que vous pouvez modifier vous-même, un résumé du voyage, un résumé du pays, là on passe en deuxième page, puis une carte, un jour par jour. Donc pour les utilisateurs de Togo, vous êtes sans doute habitués. Et ensuite, donc le jour par jour avec des descriptions précises de chaque activité et des descriptions d'hôtels à la fin du devis. Donc là, c'est un devis court. On vient d'avoir l'électricité, donc on est assez content. Ça marche. Parce qu'on était dehors, ça marche. Ça Very charge, good, very ça charge.
Et puis avec un prix ensuite par Pax. Alors une des spécificités de Chanty Travel et notamment au Ladakh en départ garanti, c'est qu'on fait partir à partir de de 2 à 4, ça dépend, mais la plupart du temps c'est 2. Et puis sur des treks par exemple engagés, là ça va être 4. Mais la plupart du temps c'est 2 voyageurs. Voilà, ce qui vous permet vous de garantir à vos voyageurs qui partent. Ouais, vas-y, Jean. Ouais, donc on propose une grande diversité de. Ah, merci, génial. Plus de lumière. Une grande diversité de thématiques en fait. Donc lié à la typologie de vos voyageurs. Si c'est un couple, donc des voyages pour des amoureux, ça peut être des voyages pour entre amis, ça peut être des solos qui veulent rejoindre un groupe. Donc ça c'est pour la typologie du voyageur. Et après pour aller plus loin, c'est qu'est-ce qu'ils souhaitent expérimenter pendant leur voyage, qu'est-ce qu'ils souhaitent découvrir. Donc est-ce que ça va plutôt être de la culture, est-ce que c'est plutôt des treks ou des voyages comme ça d'aventure. On a aussi de plus en plus, on travaille de plus en plus sur la thématique bien-être et voyage intérieur, tout ce qui est yoga, ayurveda, méditation, etc. Puisqu'on a un très grand terrain de jeu en Asie pour ce type de voyage, et puis parce que ça nous intéresse beaucoup, et c'est particulièrement le cas au Ladakh. Les safaris, vie sauvage aussi, qui sont bien développés, surtout en Inde, en Indonésie et au Sri Lanka. Et de plus en plus des voyages photos avec des photographes qui sont des photographes reconnus et grands voyageurs et qui connaissent et qui sont amoureux des destinations sur lesquelles qu'ils accompagnent. On va vous passer une petite vidéo du Ladakh. Si on ne s'est pas trompé et qu'on a bien tout préparé, on doit juste appuyer ici sur YouTube et c'est bon. Comme on n'a pas préparé. Travel, Ladakh. Ouais, c'est celle-là. Donc c'est une vidéo qui a été tournée maintenant il y a quelques années. On vous laisse la découvrir tranquillement. Bon film. On reprend la présentation. N'oubliez pas, pendant que vous pouvez toujours... Ah, c'était pas ce que je voulais faire. Nous voilà en grand. N'oubliez pas que vous pouvez donc retrouver le site internet en appuyant sur cliquer ici, voilà, par là, en haut. Vous voyez, il y a un bandeau orange. Si vous cliquez dessus, vous pouvez aller directement sur le site internet. Alors, Alex, quelles sont les 5 bonnes raisons de voyager au Ladakh? Ça. Des amandes d'abricots qu'on vous offre virtuellement. C'est déjà une bonne raison. Tu veux goûter? Ouais, je veux bien. C'est les amandes de notre production d'abricots de l'année dernière, de 2018. Ah, voilà. Je l'ai montré sur une caméra. Alors, concrètement, au vin rouge, ça se garde. C'est pas meilleur. Il vaut mieux les manger vite. Un an et demi, ça va, mais pas plus. Alors, les autres bonnes raisons, à part les abricots,
Je sais pas si le film a bien présenté cela, mais on a beau être dans un désert, il y a une grande diversité à la fois de paysages, d'ambiance et aussi d'activités qu'on peut y trouver. C'est-à-dire que si on est vraiment porté sur les belles pierres, sur les monuments, il y a des monastères absolument extraordinaires au Ladakh, parmi les plus beaux du monde tibétain. Il y a des palais, il y a trois palais, la famille royale. Et puis ensuite, quand vous êtes, si vous êtes fan d'expérientiel, il y a énormément. Nous, on propose énormément d'expériences, comme tu le disais tout à l'heure, Jérémy, que ce soit les ateliers de momo. Les momos, ce sont les raviolis tibétains ladakhi. Ça marche très très bien puisque c'est facile à faire et c'est prêt assez rapidement et c'est très bon. Mais c'est vrai aussi pour aller par exemple rencontrer un médecin traditionnel de médecine tibétaine. Et puis après c'est plein d'expériences aussi de outdoor. Vous avez vu sur le petit film qu'on propose des expériences rafting, des expériences en VTT, évidemment des treks. Voilà, donc il y a tout un panel comme ça d'expériences. Et puis sur le côté vraiment expérientiel que vous avez aperçu dans le film, on en reparlera tout à l'heure plus longuement, mais c'est les expériences chez les nomades qui vivent à la frontière tibétaine, sur le plateau tibétain. Et donc partager un bout de vie comme ça avec eux, c'est généralement le top du top de ce dont les voyageurs ramènent avec eux comme souvenir. Très généralement, c'est ce qu'on nous dit dans les feedbacks, c'est ces expériences avec les nomades. Donc, si vous vous intéressez pour les voyageurs, vos clients qui s'intéressent à la culture tibétaine et à la culture bouddhiste, la vallée de l'Indus, donc qui est au centre du Ladakh, elle abrite une densité de monastères qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde himalayen. Avec de très nombreux moines dans les monastères. Par exemple, Emis a 600 moines dans le monastère, Tixé 200, etc. Et puis après, il y a une diversité de paysages qui est très importante, puisque vous avez le sud le sud du Ladakh, pardon, qui est sur la grande barrière himalayenne. Donc c'est là que vous allez trouver des 6000 mètres, des 7000 mètres d'altitude, des sommets, pardon, avec des grands glaciers. Et puis ensuite à l'ouest, c'est la partie un peu la plus basse, donc c'est là où il y a beaucoup de villages, beaucoup de culture, d'agriculture. Et puis ensuite, donc plus vert, plus d'oasis. Et puis ensuite, au nord, vous allez trouver sur la Nubra, vous allez trouver des espaces dunaires, des petites dunes avec des chameaux de la Bactriane. Et puis à l'est, là, vous arrivez sur le plateau tibétain avec les nomades. Donc vous avez là comme ça une grande diversité à la fois de paysages et de population. Une des raisons aussi d'aller au Ladakh, c'est ça peut aussi être pour les personnes qui ont un peu peur de l'Inde, ce qui arrive souvent parmi vos clients, vos voyageurs. Voilà, et cette appréhension de l'Inde qui est complètement dépassable avec un séjour au Ladakh, où c'est beaucoup plus calme. C'est une population qui est ladakhi, donc qui n'est pas non plus cachemiri. Donc il y a un mélange, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent de la plaine qui montent pour travailler. Mais il n'y a aucun souci. Alors de temps en temps, vous pouvez aussi voir cette partie de la carte sur la carte des ministères des Affaires étrangères. Il faut savoir que le Ladakh, c'est en dehors du Cachemire en fait. C'est comme un sous-État. Donc il se passe pas grand-chose au Ladakh en termes d'événements géopolitiques, même si c'est un endroit où il y a quand même pas mal d'armées indiennes, mais ça ne se sent pas vraiment pendant un séjour culturel ou pendant un séjour de trek. En fait, pour contextualiser, vous voyez un petit peu, le Ladakh, c'est 60 000 km². C'est-à-dire que c'est une fois et demie la Suisse, et que sur cette une fois et demie la Suisse, il y a 250 000 habitants. Donc autrement dit, il y a à peu près 4 habitants au kilomètre-carré. Sachant que c'est dans la vallée de l'Indus qui est au centre. Je ne sais pas si vous voyez là, vous avez la capitale ici, au centre de votre carte. Et puis ensuite, vous avez cette trace comme ça qui part du nord-ouest, qui va vers le sud-est. Ça, c'est la vallée de l'Indus. C'est vraiment le centre névralgique en termes de communication et de population du Ladakh. Et vous avez à peu près les 2 tiers de la population qui habite dans la vallée de l'Indus. Ça veut dire que quand vous sortez de la vallée, il y a moins d'un habitant au kilomètre carré. Donc
vous avez comme ça, enfin, il y a vraiment une ambiance, une atmosphère très spécifique de sérénité en fait, de calme, de bien-être, et puis le fait qu'il y ait si peu de monde, ils sont très contents de nous rencontrer. D'autant plus contents de nous rencontrer qu'ils voient pas grand monde en général. Ça incarne vraiment le voyage en paix, parce que Shanti Travel, ça veut dire la paix. Shanti, donc c'est l'idée de voyager en paix, et je pense que le Ladakh là-dessus, c'est vraiment une des meilleures destinations qui peut nous représenter. Absolument. Donc tout ce qui est vallée de l'Indus, autour de Leh, vous êtes là dans la région des grands monastères, des grands villages, des grandes oasis. Parce que ce que vous allez voir, on va tout de suite y aller. Là sur la météo. En fait, on est au nord de la barrière himalayenne, ce qui veut dire que le Ladakh, c'est réellement un désert de haute altitude. Pourquoi? Parce que la mousson d'été qui arrive sur le continent indien, en juin, juillet, août, septembre, elle ne passe pas ou très peu. Voilà. Donc on n'a pas de précipitation. Mais alors pourquoi il y a quand même 250 000 habitants? Mais tout simplement parce que le peu de précipitation qu'il y a l'hiver, c'est pas sous forme d'eau, mais sous forme de neige, de glace. Et du coup, c'est les glaciers qui sont très nombreux au Ladakh qui permettent, grâce aux torrents, d'avoir de l'eau, mais ensuite c'est des torrents. Il y a très nombreuses canalisations qui ont été créées il y a des centaines d'années et qui ont permis donc l'agriculture et donc le développement des villages. Et du coup, vous avez dans ce désert des petites poches d'oasis comme ça qui sont extrêmement vertes, extrêmement agréables parce qu'il y a plein de cours d'eau. Donc c'est vraiment, et puis des maisons, très belles maisons, une très belle architecture aussi. Alors, quand est-ce qu'on voyage au Ladakh? Justement, justement l'été avant tout, c'est-à-dire entre le mois de mai, on va dire, et puis mi-octobre, parce que vous avez des températures qui sont très clémentes, c'est-à-dire mais la plupart des voyageurs viennent en juillet-août, donc ça dépend après de l'altitude. Mais on va prendre l'exemple de Leh, qui est la capitale à 3500 mètres d'altitude. La nuit, il fait à peu près entre 16 et 20 degrés. En juillet-août, et il va faire entre 25 et 28 degrés pendant la journée. C'est vrai que par contre, si vous montez sur le plateau du Changtang ou à 4000-4500 d'altitude, alors les nuits seront plus fraîches, c'est-à-dire autour de 6-8 degrés, et puis il fera 18-20 degrés la journée, mais vous avez tout le temps du soleil. Donc en fait, ça va bien au-delà de ces températures-là, et il peut même faire vraiment chaud dans la journée. Ici à Nimou, quand on déjeune vers 14h, 13h, en plein juillet-août, on est content d'avoir un parasol et on est vraiment en t-shirt, quoi. Et on est près du soleil. Et on est effectivement entre ciel et terre. Pas oublier la crème solaire à n'importe quelle saison de l'année et les lunettes qui protègent des UV, très important, notamment pendant les treks ou avec les réverbérations de la neige. C'est vraiment une des clés du voyage. Absolument. Et en hiver, on peut venir du coup? Ouais, en hiver on vient, mais alors par contre, faut être bien équipé. Faut pas avoir peur du froid, mais sincèrement, c'est une saison. D'abord, il n'y a pas du tout de touristes, et c'est une saison que moi j'aime beaucoup. Après, il faut venir avec un super matos d'alpine, enfin de montagne. Par contre, on reste dans la vallée de l'Indus, si vous voulez. Alors, on peut faire des petits treks, et notamment des treks avec les raquettes. Mais ce qui est génial, c'est que d'abord, il n'y a pas de touristes du tout. C'est que les Ladakhis ont beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas d'agriculture l'hiver, donc il n'y a pas vraiment d'activité à part un peu de vannerie, et puis des mariages, et puis des fêtes monastiques. Parce que la plupart des fêtes monastiques, la fête annuelle de chaque monastère, ont lieu l'hiver. Donc souvent, les voyageurs viennent l'hiver parce qu'il y a pas d'autres touristes, parce qu'il y a les fêtes monastiques, et aussi parce qu'il y a le léopard des neiges qu'on voit plus facilement. Le léopard des neiges, l'été, il est à 5000, 5005. On le voit, c'est très rare de le voir. Alors que l'hiver, il descend à des plus basses altitudes, près des villages, et c'est le moment où on peut les voir. Moi, il y a une saison que j'aime vraiment particulièrement, qui est l'intersaison, qui est entre le 15 septembre et le 10-15 octobre. Pourquoi? Parce qu'il fait encore il fait relativement chaud, et parce qu'il y a plus beaucoup de voyageurs, et surtout parce que la couleur des arbres est absolument extraordinaire, et que l'eau est totalement pure, parce que les glaciers, il y a plus de fonte des glaces, et du coup c'est une région, un moment de l'année absolument superbe, très agréable.
Donc finalement, on peut voyager toute l'année. Presque, avec une Presque. rivière, une remontée de rivière gelée sur Zanskar, Absolument. possible aussi en février en général. Ouais, qui est en face de nous à Voilà. 5 km. On vous la montrera tout à l'heure. Enfin, en tout cas, les montagnes. Là, juste pour vous faire découvrir le mois d'avril, en fait, il y a beaucoup d'arbres. On n'a rien, ça n'a rien en fleurs, donc on est aussi bien qu'au Japon avec les cerisiers. Alors là, c'est les abricotiers et les pommiers en fleurs. C'est absolument divin et incroyable de beauté. Donc ça, c'est du 15 avril, cette floraison, au 15 mai à peu près. D'ailleurs, on commence d'abord par les abricotiers et ensuite par les pommiers. Donc bon, voilà, conclusion, on peut voyager tout le temps au Ladakh, mais pas pour les mêmes raisons et pas avec le même équipement. Donc on va vous proposer, on va vous présenter succinctement quatre voyages distincts, en commençant par Lac, Monastère et Nomade, ce qu'on appelle le Ladakh immersif, qui est vraiment un super best-seller chez nous. Et alors pourquoi ? Parce qu'on va vraiment découvrir de manière très exhaustive le Ladakh, avec justement toutes les régions dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit les régions des monastères d'abord, pour bien s'acclimater et puis avoir vraiment le côté culturel avec les monastères. Et puis ensuite, on va dans la vallée de la Noubra pour aller découvrir ces dunes, ces chameaux de la Bactriane. En fait, il faut voir, le Ladakh est réellement un carrefour de civilisation. On a dit tout à l'heure que c'était des populations d'origine tibétaine bouddhiste. Ça, c'est vrai pour la grande majorité. On a aussi des populations ladakhi musulmanes. Et on a en fait, on a un carrefour commercial culturel entre le monde tibétain à l'est, le monde d'Asie centrale musulman au nord et à l'ouest, puisqu'on est on est à 400 km du Turkestan chinois ici, enfin de Kashgar, de la route de la soie, si vous voulez. Et puis au sud, le sous-continent indien. Donc il y a vraiment un mélange comme ça de culture qui est important. Et sur ce voyage-là, on en a réellement un aperçu avec la vallée de l'Indus d'un côté, les monastères bouddhistes, etc., son bazar musulman de l'Asie centrale, la vallée de la Noubra qui était l'ancienne piste des caravanes qui allait vers justement la route de la soie, et ensuite on termine sur le plateau tibétain chez les nomades. Donc on a aussi bien sûr ces nomades-là, c'était les mêmes qui transportaient du sel et qui échangeaient ça contre de la soie et qui échangeaient ça contre des épices. Donc on est vraiment sur la route de la soie, et ici on est dans la maison d'un des collecteurs d'impôts de ces routes qui passaient à travers le Ladakh. Et donc en fait, on sent vraiment la différence d'une région à une autre. Ouais, il y a une grande variété, c'est sûr. Et puis, notamment par rapport à ce que tu dis, ici, aujourd'hui, chez les Ladakhis, il y a à peu près 90% de sédentaires, 10% de nomades. Ça fait quand même 25 000 nomades qui sont sur le plateau, qui vivent sous la tente. Mais autrefois, avant l'avènement des routes dans les années 60-70, même ici, la famille et puis les villageois qui sont de Nimou, du village ici, ils étaient finalement semi-nomades, puisqu'ils devaient commercer avec leurs yaks, avec leurs chevaux, pour effectivement aller échanger des vivres d'Asie centrale ou du Tibet vers le sous-continent indien, et vice versa. Donc, et d'ailleurs, ce que vous voyez, la maison derrière, donc ce sont des sédentaires par définition, mais pour autant ils sont nomades dans leur propre maison. C'est-à-dire que le premier étage, c'est l'étage de l'hiver, et le deuxième étage, c'est l'étage de l'été. Donc voilà, ils avaient aussi cette envie de continuer de nomadiser même en s'étant sédentarisés. Et du coup là, dans ce voyage-là, on rencontre vraiment des nomades ? Ah ben non seulement on les rencontre, mais on vit avec eux en fait. Si tu veux, il y a à la fin, on est sur le plateau tibétain, à côté du grand lac Somori, dont vous voyez une photo en bas à gauche, qui fait 26 km de long, qui est absolument superbe, qui abrite d'ailleurs beaucoup d'oies et de canards sauvages l'été. Et donc, il y a une cinquantaine de familles qui vivent sous la tente, avec plus de 2 ou 3 000 chèvres pashmina, vous savez, le fameux cachemire, la laine pour faire les nages de Cachemire, et des yaks et des chevaux et des ânes. Et on va passer comme ça 3 jours avec eux. On va partager leur vie tout simplement, à faire la traite si on veut des chèvres, partir avec les bergères et les bergers pour la demi-journée ou la journée, aller se balader, etc., etc. C'est vraiment
un moment extraordinaire et comme on le disait tout à l'heure, c'est souvent le point d'orgue du voyage pour la plupart des voyageurs. Et toi, tu l'as trouvé comment ce plan? Ce plan, je l'ai trouvé parce que tu sais, avec tous nos copains du bazar, à force de discuter, etc. Et puis en fait, on a décidé avec cette communauté nomade, de ne pas avoir un échange financier, mais par contre, chaque famille accueille à tour de rôle des voyageurs. Comme ça, tout le monde, chaque famille va dans la saison accueillir des voyageurs étrangers. Et ensuite, nous, on leur apporte des fruits parce qu'ils n'ont pas de fruits, évidemment, sur le plateau. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'arbres. On leur apporte des fruits, des légumes. Et puis, il y a un projet communautaire commun qui est décidé chaque année, différent. L'année dernière, c'était des panneaux solaires. L'année d'avant, c'était des couvertures, etc. pour tout le monde. Donc ça, c'est pour ça qu'ils aiment bien travailler aussi avec nous, c'est que il y a un vrai échange à la fois avec les voyageurs. Ils sont aussi surpris et ils ont autant envie d'échanger les nomades avec les voyageurs que nous sommes européens, français, que inversement. Donc il y a un vrai échange comme ça, en plus sans argent, qui fait que c'est une super expérience. On est souvent pris en photo, on fait pas que prendre des photos. Un C'est autre vrai. voyage? Allez, un autre voyage. Le Ladakh en famille. Alors là c'est pareil. On va, mais alors, on a dessiné ce voyage en tant que parents. Ouais, tous les deux, on a des enfants. Voilà. Donc, Jérémy a 2 enfants qui sont un peu plus grands que ma fille, et c'est vrai que ça aide. Donc on va au rythme des enfants, parce que quand on va au rythme des enfants, et nous parents, on adore parce qu'ils sont contents, et puis qu'on a le temps aussi de faire plein de choses avec eux et de vraiment en profiter. Donc c'est un rythme tranquillou, cool. À partir de 2 ans, pour les enfants, parce qu'avant, ils pourraient pas dire s'ils avaient un problème, tandis qu'à 2 ans, ils peuvent s'exprimer à cause des maux d'attitude. Mais bon, normalement, ça se passe pas mal autour de l'Animal House qu'on va vous présenter après, qui est à 3100 mètres, donc il y a moins de, il y a moins de difficultés pour les enfants. Donc, quelle activité on peut faire avec les enfants? Évidemment, la première, c'est de regarder la montagne. Ça, c'est déjà assez incroyable. On va aussi jouer avec des branches, faire des cabanes, construire des petits murs, faire un ensemble comme ça d'activités qu'on fait pas forcément en France quand on est urbain. Et ensuite, on va aussi pouvoir visiter des fermes. Donc, aller voir les paysans, rentrer dans les maisons, traire les ornes qui sont un mélange de yak et de vaches, regarder où les enfants habitent, jouer avec d'autres enfants sur place. En général, ça marche toujours très bien. Et puis, dans les monastères, ce qui est très intéressant d'aller avec des enfants, c'est que du coup, les enfants vont jouer avec les jeunes moines qui sont placés là un peu comme en pensionnat, et donc qui vont beaucoup échanger avec les enfants, jouer. Donc ça, c'est vraiment une autre vision du Ladakh avec des enfants. On est très proche des Ladakis, et les Ladakis adorent les petits occidentaux et rigoler avec eux. Absolument. Et puis, si c'est entre le 15 juillet et le 15 août, par ailleurs, ils ont un mois de vacances. Donc, ça veut dire que les enfants, on les voit partout. Ils sont ravis de jouer avec d'autres enfants. Et quand on finit sur le plateau tibétain dont on parlait tout à l'heure chez les nomades, là, par contre, c'est pas les mêmes vacances. Et l'école, c'est une yourte, une sorte de yourte, une tente. Et donc, les enfants occidentaux sont bien évidemment invités à participer au cours à l'école. Et c'est pas mal. C'est une belle expérience. Alors, si vous avez des enfants un peu plus grands, à partir de 8-9 ans, vous pouvez faire des petits treks. Alors avec des plus jeunes, vous pouvez faire des mini treks d'une heure ou deux, mais à 8-9 ans, ils sont capables de marcher 2-3 heures facilement. Nous, on l'a déjà fait avec nos enfants sans souci. Et pour les ados, à partir de 12 ans, quand on ne sait pas forcément quelle destination recommandée, le Ladakh, c'est vraiment une destination pour les adolescents, parce que vous allez pouvoir faire du trek, faire du vélo, du VTT. Vous voyez une photo de rafting aussi, ça, c'est assez extraordinaire. Et puis toujours profiter, se dépenser. On est quand même assez fatigué en fin de journée ici, donc on arrive à canaliser l'énergie des ados. C'est aussi vous avez aussi la présence des chameaux, donc on les voit là en photo, qui sont des chameaux du Ladakh, qui seraient un peu proches des cousins mongols, quoi. Ouais, c'est ça. Ils viennent vraiment de Kashgar, Samarkand. Et d'ailleurs, il y a encore des familles qui habitent, des familles du Turkestan chinois qui sont restées au Ladakh.
Voilà, et donc vous allez avoir un échange comme ça. Les chameaux qui peuvent aussi participer à porter pendant les treks, ou des ânes pendant les treks, ou des sherpas. Ouais, alors c'est ça pour On va les passer enfants peut-être, sur ce trek-là. ouais. Pour les enfants, systématiquement, ils vont avoir un âne. Alors ça veut pas dire qu'ils vont forcément être sur l'âne pendant la marche, mais c'est tellement génial. Les enfants adorent tellement s'occuper de leur animal finalement. Il y a comme ça une histoire qui se raconte avec cet animal, et en général ça marche très très bien. Donc il y a toujours un âne ou une mule, ça dépend, pour les enfants. Et dès lors qu'ils sont fatigués pendant le trek, et ben ils montent sur l'âne, sur la mule. Alors, pour la petite histoire, c'est quoi la différence entre un âne et une mule? Réponse 23, réponse c'est ça? en fin de voilà, en live. Parce que live. là, on préenregistre. Au cas où on aura un problème de coupure d'électricité. Voilà. Alors, le trek dans la lune à Markham. Alors, si je devais y aller, qu'est-ce que tu me dirais sur la Markham? Alors pourquoi si t'as pas beaucoup de temps parce que tu travailles beaucoup, mais que tu veux voir des sommets extraordinaires à plus de 6000 mètres d'altitude, que tu veux passer par des villages, et que tu veux pas trop faire de route depuis pour randonner, et que t'as pas envie de dépenser beaucoup de sous non plus. C'est the place to be. D'accord. Voilà, c'est 7 jours de trek. On arrive quand même à un col à 5100, mais on y arrive tout doux. Donc l'acclimatation est tranquille. Et quand on est à 4008, la plus haute nuit sous tente, eh bien on est face au Kangyatsé, qui est quand même à 6300 mètres d'altitude avec un énorme glacier. Donc on se sent, c'est un trek de haut vol, on se sent vraiment entre ciel et terre, et pour autant c'est pas très physique. D'accord. Et du coup, la Marca, pourquoi c'est devenu mythique? Tout le monde parle de la Marca. On parle de la Marca justement parce que ça offre ça, c'est-à-dire on n'est pas loin de l'Est, c'est très long, c'est très diversifié, il y a de nombreux villages, il y a de la haute altitude et donc des hauts sommets, et c'est pas trop éprouvant d'un point de vue physique, et c'est pas du tout technique. D'accord. C'est vraiment le trek à faire pour découvrir quand on n'est pas sûr de sa condition physique, pour les personnes âgées aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, un autre exemple de voyage, là, donc ça va être des voyages transformationnels, parce qu'on est dans une terre tellurique forte, où on va avoir envie en fait d'un retour sur soi. Mm-hmm. On a envie de prendre le temps d'être là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là tous les deux, d'en profiter, de contempler, et puis de se transformer un peu d'une manière intérieure. Alors par différentes techniques. Donc on a des rencontres par exemple avec des chamans, des rencontres avec des docteurs tibétains. Et puis ce voyage-là en particulier, qui part cet été et probablement chaque année, avec un enseignement basé sur la méthode Wim Hof. L'accompagnateur, toi, tu le connais bien? Ouais, Sébastien, ouais, qui est le premier enseignant diplômé en France de la méthode Wim Hof, absolument. Et donc il va nous emmener comme ça pendant une douzaine de jours, marcher, de préférence proche des torrents ou des canaux, et puis il va nous enseigner cette fameuse méthode Wim Hof. On a eu la chance de faire une initiation tous les deux. Ouais, absolument, extraordinaire. Et on poursuit. Je sais pas, tu poursuis? Oui, je poursuis. Bon, bah moi aussi, je poursuis. C'est basé sur la douche froide et de la respiration. Voilà. Donc on a ce voyage en septembre. On a un autre voyage début juillet prévu avec un de nos enseignants de yoga par ailleurs, Glenn, sur le Ladakh aussi, en yoga et méditation. Et puis on a aussi un voyage qui est d'une manière aussi transformationnelle parce qu'extrêmement expérientiel, sur le Pashmina, qui s'appelle Aux sources du Pashmina, et qui va donc où on va vraiment comprendre cette culture ladakhi qui est très liée d'un point de vue commercial à cette laine du Pashmina, et ce depuis très longtemps, parce que même si aujourd'hui
80% de la production de la laine pashmina, donc du cachemire, est faite en Mongolie intérieure et en Mongolie, le pays mongol. Les premiers à avoir produit et exporté surtout de la laine de pashmina, c'est ici au Ladakh. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Marie-Antoinette qui dépensait énormément d'argent pour qui venait donc du Ladakh. Donc ça, c'est aussi un voyage génial parce qu'on part des détaillants en fait. On va voir des amis détaillants en laine de cachemire et puis petit à petit comme ça, on remonte la filière jusqu'au producteur. Et on rencontre énormément de gens et des locaux qui nous racontent toutes leurs histoires, beaucoup d'anciens qui ont connu justement le Ladakh avant l'avènement des routes, avant évidemment l'avion, et c'est très enrichissant. Donc ces départs garantis, on peut vous les faire que pour vous, si vous le désirez. Il n'y a pas de si vous voulez créer des départs à partir de 2, 4, on peut les faire. Et si vous avez des plus petites agences, on peut faire du co-remplissage. Donc co-remplissage, donc on se met d'accord auparavant. Et une fois qu'on est d'accord, on va communiquer sur le fait qu'on le fait à plusieurs. Nous, on travaille déjà avec beaucoup d'agences en France parce que voilà, nos treks ils sont quand même assez magiques. On est local depuis des années et donc on a une vraie expertise, une vraie légitimité et des produits relativement uniques. Donc, du coup, notre collection 2019, je te laisse la présenter, Alex. Alors, on a vraiment la présenter, Alex. Et puis, au bout du monde, la variation sur l'Himachal, c'est que là, on se retrouve. Grésille pas trop et on va essayer de parler plus fort. On a fait une petite combine avec un coussin pour pas que le vent soit là, mais voilà, c'était tellement joli de vous. Là, on met 3 étages. On va vous la laisser découvrir avec un petit film pour commencer, puis après on ira un peu plus dans les détails. Voilà, on va mettre voilà, bon film. Nous sommes très prêts à vous accueillir. On a hâte de vous rencontrer. Bienvenue à nous. Il y a beaucoup de temps. Ça va souffler dans le film. C'est magnifique. Vous allez voir, vous allez vivre peut-être là-dedans la ambiance d'accueil exceptionnelle. On est terrassé dans le jardin. Qui est une grande Verger, grand verger de 4500 mètres carrés et qui abrite des centaines d'abricotiers, de pommiers et des noyers. Hello, today everybody. We are welcoming you all to the house because we are opening on Thursday. So very forward to see you all because we are in such a beautiful place with the mountains, snow-capped mountains. Donc là, c'est la vue qu'on a devant sous les yeux, là, devant nous. Donc derrière nous. Ces maisons, c'est une maison en fait, comme tu disais tout à l'heure, Jérémy, d'un des cousins du roi, donc collecteur d'impôts, qui date d'une partie de 1911 et l'autre de 1916. Donc qui est pas très vieille finalement, mais tous les matériaux en fait datent de bien plus longtemps, les matériaux étant le bois et la pierre. Puisque en fait ce collecteur d'impôts a cassé sa vieille maison du XVIIIe siècle pour en construire une plus grande, c'est-à-dire celle qui est derrière nous, au début du XXe. Donc il y a un grand temple dedans et on va vous faire une présentation un peu plus précise. Déjà, où elle se trouve, à la rencontre entre le Zanskar dont on a parlé pendant le trek, enfin qui est un des treks mythiques de cette zone. Peut-être que vous avez vu la Gilbert Montagnier c'était Ushuaïa, non, en terre inconnue. Rendez-vous en terre inconnue, donc voilà, qui avait été emmené dans le Zanskar, qui a popularisé aussi beaucoup le Zanskar. Il y a beaucoup d'émissions qui repassent souvent sur France 5. Donc on est à l'Indus, le Zanskar, l'endroit où ça se rencontre. Ici, c'est le village de Nimou en fait.
Voilà, donc on est à 40 minutes de Leh, 40 minutes précisément de l'aéroport de Leh, 45 minutes de Leh, la capitale. Et puis on est entouré de grands monastères. Vous avez tout près de chez nous le monastère de Likir du XVIe siècle, dont le grand Rinpoché, le grand lama, est un des frères du Dalai Lama. On a le monastère d'Alchi à 1 heure, qui est le plus vieux monastère du Ladakh et un des plus vieux du monde tibétain, qui date du XIe, XIIe siècle. Le monastère de la Mayuru, qui est à 3h30 de voiture d'ici, qui est un des monastères les plus mythiques du Ladakh, dans un terrain complètement lunaire. Et puis donc le Zanskar égale aussi rafting. Là c'était tout près, on est à 3 km de l'arrivée du raft. Et puis le monastère de Fiang, la Sekmol campus qui est tout près de chez nous, qui est justement ce projet qu'on aide à la fois d'éducation et tout ce qui est climatique. Donc on est à 3100 mètres d'altitude, ce qui représente Pas de mal à la tête. voilà. Quand Toi, on arrive à Leh, t'es arrivé je suis arrivé matin. aujourd'hui et je suis super en forme. Alors que quand on est allé la première journée, là, on serait dans le dos à boire du thé et à avoir mal à la tête, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un des gros avantages quand même. Et ce qu'il faut savoir aussi quand vous allez aller, c'est maintenant très embouteillé. Ah, il y a quelqu'un qui a cliqué pour nous. C'est maintenant très embouteillé et donc comme c'est embouteillé, le problème c'est que ça va vous allez mettre aussi 20-25 minutes pour aller à votre hôtel, tandis que sur Nimou c'est pas du tout embouteillé, donc en 40 minutes vous arrivez directement avec une acclimatation plus aisée. Sachant que ce qu'on va dire maintenant au niveau du Ladakh et de Nimou, c'est pareil puisqu'on est au cœur du Ladakh, c'est que comment on y arrive, l'accès, parce que là on parle, mais les trucs pratiques on les a oubliés en fait. C'est vrai. Donc l'aéroport, alors comment on arrive? Il y a 2 manières d'arriver au Ladakh. Il y a une première manière, c'est par l'avion, c'est le plus simple et le plus court. C'est 1h15 de vol depuis Delhi. On arrive à l'aéroport de Leh, la capitale. Et il y a une deuxième manière qui est bien plus longue, mais qui est très très sympa, très chouette aussi. Il y a 2 routes pour arriver au Ladakh. Mais ces routes, elles sont franchissables 4 mois de l'année, puisque le Ladakh, en dehors des voies, en dehors de l'avion, il est totalement enclavé, si vous voulez, en raison des hauts cols et donc de la neige pendant 8 mois de l'année. Pendant 8 mois de l'année, la seule manière de sortir du Ladakh ou d'y rentrer, c'est par avion. Donc l'été, il y a une autre manière d'y rentrer et d'y ressortir, c'est la route. Il y a une première route qui passe par Srinagar, par un col à 4800 mètres d'altitude. Depuis Srinagar, c'est 2 jours, 2 bonnes journées de route. Elle est dingue, la montée de la Bacon Road, là, quand on est sur le plateau de Dras, c'est incroyable. C'est très très beau. Et après, il y a la deuxième route qui est plus longue, qui est la plus haute route du monde, qui part de Manali. Il faut 3 jours pour rejoindre Leh, qui est, c'est une route mythique, hein, parce qu'on passe 3 cols à plus de 5000 quand même. Des paysages époustouflants, fatigants, mais ça vaut vraiment le coup. Pour les motards, c'est assez magique. Si vous pouvez faire un voyage à moto un jour, c'est quand même assez dingue. Et est-ce qu'on peut y arriver à pied par la Chine? Jusqu'en 62, oui, il faut remonter un peu loin. Alors du coup, la Nimou House, c'est un super lieu pour se reposer, pour commencer ou pour finir le voyage. Donc on mange bien. Ah ouais, on mange bien. On mange bien. On a mangé il y a 30 minutes, c'était vraiment délicieux. Nourriture assez variée. Ouais, ladakhi tibétaine, indienne, japonaise, parce que Maya, notre super chef, connaît bien la cuisine japonaise. Beaucoup méditerranéen le midi aussi. Ouais, c'est vrai. Et très salade. Très salade, très salade. Et des gâteaux et des tartes absolument extraordinaires et des soupes le soir merveilleuses. Tout est frais, tout est organique, tout est des jardins qui nous entourent chez nos amis agriculteurs. Voilà, donc c'est que du frais, très très bon. Donc, comme on vous a déjà dit, on n'était pas loin de Leh. C'est une maison qui allait s'effondrer. Ils commençaient à prendre des pierres pour faire d'autres projets. Donc, on est assez content d'avoir réussi à retaper la maison et à ce qu'elle survive. Il y avait la même maison à Lhasa, qui avait été construite par le même architecte, mais qui aujourd'hui n'existe plus. Donc en fait, l'avantage du Ladakh, c'est aussi d'aller au Tibet sans aller au Tibet. Et finalement, c'est beaucoup plus authentique puisqu'il y a moins de présence chinoise. Même si avec l'armée indienne, il peut y avoir un sentiment aussi de colonisation, mais qui est beaucoup moins fort que ce que ça peut être au Tibet. Et puis on est en démocratie ici. Voilà, c'est ça.
Et puis c'est bien pour déconnecter. Alors là, on a la 3G, donc c'est moins vrai qu'avant, mais ça nous permet de faire des vidéos live pour vous. Mais on l'a pas partout. On l'a pas dans les tentes, on l'a pas dans les chambres. Donc il y a quand même une déconnexion, on va dire, sur certains lieux. Voilà. Et sur conseil, on peut enfermer votre téléphone pour 15 jours, pas de souci. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est que pour l'apéro, parce qu'on met on fait un petit feu de camp sur une des terrasses pour se retrouver le soir vers 19h avant le dîner. Et là, par contre, on enlève la 4G, la 3G, parce qu'on s'est aperçu que c'était le meilleur moyen de discuter et que les gens, finalement, ils discutent jusqu'à 20h30 et ils se rendent compte qu'ils ont discuté pendant 1h30, ils s'en sont pas aperçus et ils se font des amis et du coup, ils vont dîner, voilà, ils vont rencontrer d'autres voyageurs qui résident à Nîmes. Voilà, donc la petite photo en bas à gauche, ici c'est l'entrée de l'hôtel. Donc on rentre par la ferme. Ensuite on arrive donc face à la maison ici. Ça c'est là où on est, là cette photo-là en haut à gauche. Et puis l'angle que vous pouvez entreapercevoir sur notre vidéo live. Et ensuite le jardin donc que vous pouvez admirer. On vous fera peut-être pour finir un petit tour de jardin et des tentes. Là, on a appelé la dame que vous voyez en haut à gauche, qui est la propriétaire des lieux et qui nous rend visite, qui a une autre maison plus moderne, pas loin, mais qui nous rend visite en fin de journée, chaque jour, et qui va faire le tour de la maison. 3 fois ou 4 ou 5 fois, ça dépend si elle a la pêche ou pas. Et c'est en fait une circumambulation bouddhiste autour de la maison, puisqu'elle considère sa maison, et à juste titre, comme un temple. Sachant que la maison, en effet, abrite 2 temples bouddhistes, dont un temple d'ailleurs qui est ouvert au public. On ouvre la porte et qui abrite des toiles bouddhistes du 18e, 19e siècle qui sont de très grande qualité. Voilà quelques images du jardin. Donc voilà, on y est bien. Voilà, c'est ce qu'on regarde là quand on vous parle, c'est vraiment chouette. Et donc des tentes qui sont espacées d'une trentaine de mètres, vingtaine, trentaine de mètres chacune. Donc on est bien isolé, bien au chaud. Vraiment, on se sent comme dans un cocon, j'ai envie de dire. Un cocon. Et vous voyez dans une photo précédente, on a des petits canaux qui sont aussi dans le verger. Donc ça, c'est agréable parce que quand en juillet-août, il fait un peu chaud dans la journée, et ben on va barboter dans les ruisseaux. C'est sur cette photo-là ici, on voit le canal. Voilà. Un canal d'irrigation en fait. Et souvent, les voyageurs qui reviennent de trek, donc ils ont été comme ça dans le désert, haute altitude, etc., quand ils se retrouvent à Nîmes, souvent, les Français, ils nous disent « Ah, mais on a l'impression d'être dans un mas de Haute-Provence. » Il y a ce côté comme ça, très chaleureux, très, très agréable, très ouvert. Ces jardins comme ça, et puis des chaises longues et des hamacs pour se reposer. Donc voilà, il y a un petit côté provençal au Ladakh. Et puis bon, on est quand même bien dans ces hamacs là, des bonnes siestes, on récupère bien. Donc ça c'est la cuisine d'hiver, donc celle du premier étage, donc a été transformée de cuisine en salle à manger, mais en gardant l'essentiel de la décoration, donc qui a été faite par une designeuse française. De grand talent. Voilà, de grand talent. Emeline Leveillé-Niserolles. Et donc voilà, c'est toujours été dans le respect de la tradition, le réaménagement avec un confort moderne. Les chambres. Voilà, les chambres, les photos du haut, c'est les chambres. Alors chaque chambre est différente évidemment, puisqu'on n'a pas cassé de mur ou très peu, donc la superficie sont différentes, etc. Mais l'ambiance est la même. On a des parquets qui sont d'origine, qui sont superbes. Vous voyez aussi des talus, comment on appellerait ça? C'est fait de bois en fait sur le plafond, des petites fenêtres. Voilà, et puis un confort très moderne avec des très jolis tissus. Ouais, donc c'est des poutres en peuplier. Les petits ici là, les petites parties c'est des petites branches de peuplier. Et puis l'isolation c'est de la terre avec des feuilles. Donc quand on a fait de la rénovation, c'était assez intéressant lorsqu'on ouvrait. Et puis en bas, vous voyez les tentes qui font 26 mètres carrés.
donc qui comprennent une première petite pièce très ouverte sur l'extérieur, qu'on peut fermer d'ailleurs, où il fait bon de bouquiner, de méditer, voilà. Et puis ensuite la chambre principale, sachant que la première petite pièce peut accueillir des enfants aussi. Et donc voilà la chambre principale. Et puis derrière se trouve une salle de bain de 7 mètres carrés qui est confortable, avec bien sûr de l'eau chaude, etc. Alors, il nous reste 5 minutes, donc on va vous parler des tentes avec un mur. Voilà, rebonjour, j'espère que vous m'entendez bien. On n'a plus que 5 minutes, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé parce que on adore tous les deux la DAC, Jérémy et moi, et puis Nimou. Vous voyez d'ailleurs que là, je suis dans la salle à manger, que vous avez vu par ailleurs pendant la vidéo. Donc, on a 5 minutes ou quelques minutes si vous souhaitez me poser des questions. Je serais ravi d'y répondre. Et puis sinon, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions par mail, en espérant bien évidemment qu'on pourra accueillir vos voyageurs à la fois au Ladakh et si possible aussi à Nimou House, si vous avez aimé l'endroit. Sachant justement en attendant vos questions qu'Animou House, c'est vraiment un lieu expérientiel, au sens où on propose énormément d'activités à la demi-journée ou à la journée, comme le VTT, comme la rando, des petits treks, des ateliers de nourriture tibétaine, etc., etc. Évidemment la visite des monastères qui nous entourent. Merci pour vos gentils commentaires. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, bien sûr, on va vous envoyer Maria ce programme, bien évidemment. On a votre mail, donc on va vous l'envoyer très rapidement. Je ne voyais pas, mais c'est super moderne. Je vois en grand vos messages, super. Je regardais en tout petit. Ouais, absolument. On vous envoie ça. N'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous souhaitez nous poser. On vous répond rapidement. Il y a Clément actuellement qui est allé dans notre avec Anna et Lalit dans notre agence de Léo, la capitale du Ladakh. Donc on vous répond le plus rapidement possible, et on sera ravis de vous accueillir et d'accueillir vos voyageurs cet été ou cet automne, ou comme vous l'avez vu et entendu tout à l'heure, même l'hiver. Voilà. Merci beaucoup. Et puis j'espère que ça vous a donné envie de venir et de venir voir et expérimenter le Ladakh. Et puis j'espère qu'on pourra accueillir vos voyageurs dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci beaucoup. Jule, Tashi Delek.